Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette Malte Academy. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si on m'entend bien, si on me voit bien, et du coup de même pour Alexandre, s'il vous plaît. Top, super. Donc, enchantée, je me présente rapidement. Donc, je suis Alexandra, je travaille dans l'équipe Community chez Malte et je suis en charge de l'accompagnement et l'animation freelance et j'aide aussi du coup à la coordination des Malte Academy. Et aujourd'hui, ce sera Alexandre Daubois, développeur Symfony chez Sensiolab, qui va nous présenter les composants Symfony méconnus qui valent le détour. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide introduction de Malte et de revenir un petit peu sur les Malte Academy et leur fonctionnement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Du coup, les Malte Academy, c'est en fait proposé par Malte pour permettre à notre communauté d'avoir un accès rapide à soit des formations, soit des talks, pour pouvoir se former sur différents sujets et c'est présenté soit par des freelances, soit par des intervenants extérieurs. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Malte, Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. On a la chance de collaborer avec la plus grande communauté freelance en Europe, donc on est à plus de 320 000 freelances environ maintenant. Et on est présent en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Et on travaille aujourd'hui avec plus de 90 000 clients, dont 80% du CAC 40, mais aussi avec des PME, des TPE, des startups, etc., etc. Donc voilà, si vous êtes freelance, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités, on l'espère, grâce à Malte et vous épanouir grâce à notre communauté et à nos différents partenariats. Je vais maintenant laisser la parole à Alexandre. N'hésitez pas à poser vos questions pendant cette conférence dans l'onglet questions qui est en bas à droite à côté du chat. Et si vous en avez, du coup, Alexandre fera un temps de réponse à la fin de sa présentation et vous pouvez aussi interagir au cours de la session dans l'onglet chat. Bonne Malte Academy à tous et à toutes. Et Alexandre, je te laisse le micro. Yes, alors, partager mon écran, c'est celui-ci. Normalement, je vérifie. Ouais, ok, c'est bon. Écoutez, bienvenue à tous pour cette Malte Academy qui concerne du coup des composants Symfony méconnus qui valent le détour. Avant d'entrer dans le dur du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Alexandre Daubois, je suis développeur Symfony chez Sensiolabs. Donc Sensiolabs, c'est l'entreprise qui a créé le framework Symfony. Je suis certifié Symfony 6. Je suis aussi auteur sur Medium, donc j'écris pas mal d'articles sur Symfony, doctrine, PHP, le web, un petit peu tout ce que vous voulez, qui est en rapport avec ça, quoi. Et je suis aussi contributeur à Symfony. J'ai participé à l'écriture du code source, de la documentation, etc. Donc, notamment, si vous utilisez les énumérations de PHP 8.1 avec le framework, j'ai pas mal bossé là-dessus. Ça a été un peu le plus gros chantier sur lequel j'ai été actif. Voilà, donc ça, c'est pour ma présentation. Donc, on va pouvoir attaquer ce que c'est donc les composants méconnus de Symfony. Mais avant toute chose, on va se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un composant dans l'écosystème de Symfony. Les composants dans l'écosystème de Symfony, c'est des sortes de bibliothèques PHP standalone que vous pouvez installer dans votre application sans avoir besoin d'installer le framework en entier. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez bénéficier des features, des fonctionnalités du framework sans avoir besoin de l'installer complètement. Donc, c'est hyper cool. Vous pouvez installer ça unitairement. Les composants, il y en a à peu près une cinquantaine. Ça grandit de jour en jour. Ça vous permet notamment de profiter de deux choses très importantes qui sont d'abord la robustesse. Vous profitez de la robustesse du framework Symfony, des milliers de contributions, des milliers de contributeurs, des mises à jour de sécurité, de toutes ces choses-là, dans des composants que vous allez pouvoir installer dans votre application unitairement. Et aussi, vous profitez de la promesse de rétrocompatibilité du framework. Donc, en fait, la promesse de rétrocompatibilité du framework, pour faire simple, c'est un ensemble de règles qui sont définies par les développeurs du framework Symfony pour vous assurer que si vous mettez à jour ces composants dans vos applications, vous n'allez pas tout exploser dans votre application en mettant à jour. C'est
pas mal quand même d'avoir la sérénité et la sécurité de pouvoir mettre à jour vos dépendances dans votre projet en vous disant c'est bon, j'ai pas besoin de. Enfin, il n'y a pas tout qui va exploser du jour au lendemain. Vous pouvez retrouver le détail de cette promesse de rétrocompatibilité sur le site de Symfony. Il y a toutes les. Tout est décrit, tous les détails. Vous avez notamment les détails, donc vous, ce que ça vous promet en tant qu'utilisateur des composants, mais aussi les règles que doivent suivre les développeurs quand ils contribuent à Symfony pour respecter cette promesse de rétrocompatibilité. Maintenant qu'on est à peu près tous d'accord sur ce que c'est qu'un composant dans l'écosystème de Symfony, on va pouvoir attaquer le tout premier. Et le tout premier, je vais vous l'introduire avec une question, elle est assez simple, qui est: est-ce que vous avez confiance en vos utilisatrices et utilisateurs? Alors, il n'y a qu'une seule bonne réponse à cette question. Si vous m'avez répondu oui, vous ne devriez pas. Évidemment qu'il ne faut jamais faire confiance en vos utilisatrices et utilisateurs. Il faut toujours considérer que ce que va vous envoyer l'utilisateur est erroné dans un sens. Que l'utilisateur va toujours vouloir essayer de contourner le système, etc. Et du coup, vous ne devez pas faire confiance en vos utilisateurs. Vous devez toujours douter de ce qu'ils vont vous envoyer, quoi. Et le premier composant que je vais vous présenter, en fait, c'est un composant qui va vous aider à régler au moins en partie cette problématique. Ce composant, c'est le dernier né de la famille des composants. En fait, il est tellement récent qu'il n'est même pas encore sorti, en fait. Il sort là dans quelques jours maintenant avec Symfony 6.1. C'est le composant HTML Sanitizer. Le composant HTML Sanitizer, donc comme je vous l'ai dit, c'est un composant qui est avec Symfony 6.1, donc qui sort mai 2022, donc là dans quelques jours. Il est marqué en tant qu'expérimental vu qu'il est nouveau, et il est proposé par Titouan Galopin. Le HTML Sanitizer, il va vous être utile notamment si vous avez besoin de gérer des éditeurs WYSIWYG, donc What You See is What You Get, sur votre application web. Ça veut dire que si vous avez un champ de texte, vous pouvez faire de la mise en forme avec des textes en gras, de la couleur, de l'italique, ce genre de choses. Ce composant va vous permettre de vous assurer que ce que vous recevez est viable et sain de choses potentiellement dangereuses dans le code qui a été généré, le code HTML qui a été généré par l'éditeur. Quand on parle de sanitizing et de sanitizer, on entend souvent deux termes. On entend souvent le terme HTML Purifier et HTML Sanitizer. Donc, ça va être intéressant de connaître la différence entre les deux pour savoir exactement ce que ce composant est capable de faire, mais aussi ce que ce composant n'est pas capable de faire. Donc, le HTML Purifier, c'est un outil qui permet de garder au mieux l'arborescence originale des nœuds d'un document HTML, XML et de supprimer les données potentiellement dangereuses. C'est top pour les documents structurés, comme par exemple du XML. Si vous partagez du XML avec quelqu'un sur votre application mobile, votre application web, pardon, vous voulez que votre XML reste à peu près en forme quand même, parce que les nœuds ont une sémantique spéciale, etc. Donc, du coup, vous voulez garder au mieux l'arborescence. Et vous voulez quand même supprimer des données potentiellement dangereuses. Le HTML Sanitizer, c'est exactement l'inverse, en fait, qu'on fait. Ça permet de reconstruire du HTML en extrayant les données safe de l'input. Et du coup, la structure de base, elle peut être perdue et elle sera très certainement perdue, en fait. Et comme je le disais, c'est top pour des WYSIWYG, par exemple, quand vous mettez en forme du texte, vous voulez mettre du gras, de la couleur, etc. Finalement, derrière, peu importe si c'est des spans, des divs ou ce genre de choses qui sont utilisées, tout ce qui importe à la fin, c'est d'avoir le même résultat que ce que l'utilisateur avait rentré à la base. Voilà, donc ce composant-là, c'est un sanitizer. Donc du coup, si vous voulez partager des documents structurés comme du XML en gardant l'arborescence, ce n'est pas le bon outil. Par contre, si vous avez des entrées WYSIWYG, c'est top pour vous. Maintenant qu'on voit à peu près du coup ce que ce composant est capable de faire, on va voir exactement comment l'utiliser finalement dans Symfony, et on va voir qu'en fait c'est assez rapide. On dispose d'abord de la classe HTML Sanitizer Config qui va nous permettre de déterminer le comportement du sanitizer avec l'input qu'on va lui passer. Alors, on instancie un nouveau HTML Sanitizer Config et ensuite on va pouvoir lui donner plusieurs indications. Par exemple, autoriser les éléments H1, bloquer les éléments H2, dropper les éléments H3, etc. Il y a une vraie différence entre block et drop. Block, ça permet de supprimer un élément en particulier, mais de garder ses descendants.
au mieux, parce que je vous rappelle que la structure peut être perdue, tandis que drop un élément, ça va supprimer l'élément et supprimer tout ce qui est en dessous. Évidemment, vous pouvez faire ça donc avec les éléments, vous pouvez aussi faire ça avec les attributs. Donc, vous pouvez autoriser des attributs. Par exemple, dans le premier exemple, on va autoriser les data textes dans les H1, on va bloquer les data textes dans les H2, et on va aussi forcer les attributs. C'est aussi une possibilité. Si vous voulez que tous les liens de votre document s'ouvrent automatiquement dans un nouvel onglet, vous allez pouvoir forcer l'attribut target à la valeur blanche pour tous les éléments A. Évidemment, ce n'est pas la seule chose que ce composant peut faire. Il peut forcer du HTTPS sur les URL, il peut autoriser des chains sur les médias et les liens, autoriser des hosts sur les médias et les liens aussi, et encore plein d'autres choses qui seront disponibles quand il y aura la documentation. Quand le composant sera sorti pour de bon, il y aura une documentation, il y aura tout qui sera inscrit dedans, toutes les possibilités. Une fois que vous avez déterminé le comportement de votre sanitizer, et bien, du coup, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, dans ce cas-là, vous allez instancier une nouvelle classe HTML Sanitizer en lui passant la config que vous venez de déclarer juste avant. Là, vous avez deux façons de faire. Soit vous appelez juste sanitize, et dans ce cas-là, ça va faire son œuvre finalement. Ça va prendre l'input que vous allez lui passer, donc une chaîne de caractères, et appliquer les règles que vous venez de décrire. Il y a aussi une deuxième méthode qui s'appelle sanitize for. Dans ce cas, celle-ci, elle prend un contexte en entrée. En fait, le contexte, donc il y en a 3 disponibles qui sont head, body et text. Ces contextes vont définir certains éléments et certains attributs qui seront autorisés par défaut ou non. Voilà, c'est histoire de vous faciliter un petit peu la vie. Ces contextes, ils sont définis dans la classe W3C référence. Donc, on a une définition des contextes, comme on vient de le dire, avec head, body et text. Ça définit aussi les éléments et les attributs autorisés pour chaque contexte, comme on vient de le dire, et aussi pour chaque élément et attribut, est-ce qu'il est safe. Safe, ici, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact global sur le display, sur l'affichage, sur l'audio, la vidéo de votre document. Je vous rappelle qu'à la base, on veut juste que le document ait la même tête finalement que ce que l'utilisateur a voulu à la base. Donc là, voilà, safe, ça indique qu'il n'y a pas d'impact sur cette chose-là. Voilà, donc ça, c'est pour HTML Sanitizer. On se rend bien compte que si jamais on a des éditeurs de texte avec de la mise en forme sur notre application web, c'est hyper utile. Vous n'avez pas forcément envie que l'utilisateur puisse injecter des choses. Vous n'avez pas forcément envie que l'utilisateur puisse injecter du JavaScript, par exemple, sur ce type de champ. Et ce composant sera fait pour vous si vous avez ce genre de besoin. Ça va vous sauver des heures et des heures de développement et de maux de tête. Passons au deuxième composant. Le deuxième composant, il part d'un constat assez trivial, qui est que l'alphabet latin est avantagé par rapport à tous les autres dans l'informatique moderne, on va dire. En effet, l'informatique a été inventée notamment par les Américains qui, du coup, ont créé tout ce qui était l'encodage ASCII, etc. Ce qui fait que, du coup, les caractères latins, donc, que nous aussi, Français, utilisons, disposent d'un encodage unique en ASCII, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, la lettre A, elle a un encodage unique. La lettre E, elle a un encodage unique dans l'alphabet Unicode et ASCII. Ça marche super bien pour nous, c'est bien, c'est facile à gérer. Le problème, c'est que y a d'autres langues et d'autres langues qui sont bien différentes de la nôtre. Il suffit de regarder la langue, par exemple, les langues hindoues, les langues asiatiques, où il y a des milliers et des milliers de combinaisons possibles avec les caractères. Et du coup, avoir un encodage par combinaison, c'est pas forcément le plus optimal, on va dire. Et c'est ce pourquoi le prochain composant a été notamment intégré dans Symfony, c'est le composant string. Donc le composant string, c'est un composant qui est là depuis novembre 2019 en Symfony 5.0. Ça permet notamment la manipulation simplifiée des code points et des graph clusters. On va regarder exactement ce que c'est ensemble les code points et les graph clusters. Et pour ce faire, on va prendre un alphabet avec beaucoup de combinaisons que finalement tout le monde connaît et tout le monde utilise tous les jours. C'est l'alphabet des emojis. On va prendre un exemple même encore plus concret qui est, imaginons qu'on a l'emoji prière et qu'on veut lui ajouter une couleur de peau comme le medium skin tone.
Ça va se schématiser à peu près comme ça. L'addition des deux va donner un résultat. Et ben en fait, on vient de montrer ce que c'est qu'un code point et ce que c'est qu'un grapheme cluster. En fait, ça se décompose de cette manière-là. On a un code point pour l'emoji prière, un code point pour le medium skin tone, et le résultat est un grapheme cluster. En fait, c'est interprété pour donner un résultat visuel comme celui-ci. Donc, on voit que c'est une combinaison de caractères. En fait, l'emoji prière avec le medium skin tone, lui, il n'a pas d'encodage propre. C'est juste une interprétation de l'addition de plusieurs code points. Et grâce à ça, on se rend compte que ça règle tout à fait notre problème de combinaison de caractères. Dans tous les alphabets asiatiques, etc., où il y a énormément de combinaisons possibles, en fait, on va ajouter les code points et ensuite, l'affichage va interpréter cette combinaison pour afficher ce qu'il faut. Et ben, en fait, le composant string de Symfony, il sert exactement à manipuler ce genre de choses et de manière simplifiée, bien plus simple que la gestion du caractère avec PHP natif. Composant string, du coup, voilà, on voit à peu près à quoi il sert. Du coup, ça pourrait être sympa de voir comment créer des chaînes de caractères avec ce composant. Et ben, en fait, c'est assez simple. Il y a plusieurs façons qui s'offrent à nous. On a d'abord la façon par constructeur. Donc, par exemple, on peut créer une nouvelle byte string, on peut créer une nouvelle Unicode string, on peut créer aussi une nouvelle code point string, et on a aussi quelques raccourcis qui sont mis à disposition, comme à la ligne 5 et à la ligne 11, avec B et U. C'est la même chose que si vous faisiez New Unicode string et New byte string. La preuve en est qu'ils sont définis comme ça, ces raccourcis, dans le framework, dans le composant. Donc, la fonction U retourne une Unicode string, la fonction B retourne une byte string, et enfin la fonction S, c'est un raccourci un peu bonus, va faire passer une regex sur la chaîne de caractères qui sera passée en argument, et si PHP détecte que c'est de l'Unicode, alors on retourne une Unicode string, sinon on retourne une byte string. La deuxième façon de créer des chaînes de caractères, c'est par factories. Chaque type de chaîne, donc byte string, Unicode string, etc., dispose de différentes factories. Là, on a deux exemples à l'écran. Donc, par exemple, les byte string vous proposent de créer une chaîne de caractères aléatoire d'une longueur donnée. Et les Unicode string vous permettent de créer une chaîne de caractères à partir de code points, comme on vient de le voir. Donc, si vous avez envie de créer votre grapheme cluster, comme on l'a vu avec l'emoji prière et le medium skin tone, c'est avec le from code points que vous allez pouvoir passer l'encodage de chaque code point pour avoir votre grapheme cluster à la fin. OK. On sait comment créer des chaînes. On va regarder comment manipuler les chaînes maintenant. On a plein de méthodes qui sont disponibles dans le composant qui nous permettent de vérifier qu'une chaîne de caractères commence par tel texte, finit par tel texte. Est-ce que ça contient un texte en particulier? Faire du remplacement, transformer en camel case, transformer en snake case, tronquer votre chaîne de caractères, mais aussi faire chunk, etc., etc., etc. Il y a des dizaines de méthodes utilitaires qui sont disponibles. Elles sont toutes précisées pas toutes, mais une énorme majorité d'elles sont précisées dans la documentation. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces méthodes-là, elles fonctionnent hyper bien avec les grapheme clusters. Si on prend comme exemple la méthode truncate, si vous deviez tronquer une chaîne de caractères faite de grapheme cluster vous-même à la main, il y a des grandes chances que ce soit pas bon, parce que vous risquez de couper la chaîne de caractères en plein milieu d'un grapheme cluster. Et ça peut, dans certaines langues, complètement changer le sens de la phrase et du symbole. Les méthodes du composant string, elles prennent ça en compte, en fait. Et vous allez pouvoir truncate vos chaînes de caractères grâce à ce composant, en étant sûr de ne pas couper en plein milieu d'un grapheme cluster. Et c'est là que ça va vraiment vous aider. Il y a une intégration Twig avec ce composant, notamment, dans le package Twig String Extra qui est inclus dans le Twig Extra Bundle. On a notamment la mise à disposition du filtre U pour manipuler les Unicode strings ainsi que toutes leurs méthodes. Et on a aussi la mise à disposition du filtre Slug pour utiliser l'ASCII Slugger. Alors, l'ASCII Slugger, c'est un petit... Pour moi, c'est ce que je considère un petit peu comme un petit bonus dans ce composant-là. Des bonus dans ce composant, il y en a deux. Donc tout d'abord, il y a l'ASCII Slugger qui vous permet de faire des slugs de chaînes de caractères. Super utile si vous devez faire du SEO, du référencement de vos URL, etc. pour avoir des URL qui ont une certaine sémantique. Vous n'avez plus besoin d'installer Slugify ou un outil externe pour faire ce genre d'opération.
Et en plus de ça, le composant string, il embarque l'ancien composant inflector. L'inflector, ça vous permet d'avoir le singulier et le pluriel des mots en anglais en prenant en compte les exceptions. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a des exceptions qui sont prises en compte. C'est hyper utile si vous devez faire du méthode name guessing ou faire de la gestion de collection dans votre code et que voilà, c'est en anglais, bah, du coup, vous allez pouvoir utiliser ces méthodes-là pour gérer facilement vos collections et appeler les bonnes méthodes pour gérer ces collections-là automatiquement. Ça, c'était le composant string. On se rend bien compte que si vous avez besoin si vous faites face à des alphabets divers et variés dans votre application, que vous avez juste déjà des emojis, ou alors que vous avez la gestion d'alphabets avec beaucoup de combinaisons, ce composant-là va clairement vous aider. C'est une gestion orientée objet des chaînes de caractères en Symfony, en PHP, pardon. Ça va clairement vous aider. C'est hyper moderne comme façon de faire. Et c'est bien plus moderne que la façon procédurale de gérer les chaînes de caractères comme en PHP natif, finalement. Le troisième composant qu'on va voir ensemble, je vais vous l'introduire aussi avec une question qui est: est-ce que vous avez une confiance absolue? Alors, pareil, vous ne devriez pas me répondre oui. Si vous avez une confiance absolue en vous-même, attention, je veux dire dans votre code, etc., attention. Non, vous ne devriez pas avoir une confiance absolue. On fait tous des erreurs, on fait tous des typos, on fait tous des petites erreurs d'inattention, etc. Et on va prendre un exemple pour montrer ça, notamment si on a un tableau d'options. Donc MyOptions, vous définissez un tableau MyOptions dans lequel vous définissez les options host, port et shem, et un tableau d'options par défaut. Donc voilà, des options que le développeur n'est pas obligé de passer pour avoir une valeur. Si vous utilisez le array replace de la bibliothèque standard PHP, bah, vous vous exposez finalement à quelques soucis, à quelques déboires, notamment sur cet exemple-là. Donc, par exemple, si on regarde la sortie du array replace, on voit que l'host a bien été remplacé par la valeur qui a été passée par le développeur dans MyOptions. Super. Shem n'a pas été remplacé. Port, il est négatif, ce qui ne devrait pas être possible. Fragment, lui, il est resté à sa valeur par défaut. Et finalement, on se retrouve avec un shem qui est mal orthographié. Et du coup, ça pose problème. Surtout, ça pose problème parce que les outils d'analyse statique et ce genre d'outils d'analyse de code ne vous aideront pas à détecter ce genre de problème. Parce que techniquement, ce code, il est bon, il est correct. Du coup, les outils d'analyse statique comme PHPStan, par exemple, ne vont pas détecter qu'il y a un souci ici. Et c'est ce genre de souci que le prochain composant que je vais vous présenter règle. Je parle du composant Options Resolver. Options Resolver, c'est un composant qui est clairement là depuis la nuit des temps. Symfony 2.1, septembre 2012, donc ça fait bientôt 10 ans qu'il existe. C'est le array replace de la SPL, mais en mieux. Pourquoi il est mieux? Parce que c'est un array replace qui vous permet de faire de donner des valeurs obligatoires, de faire du callback, de la validation et du typage, de la dépendance de valeurs entre options, de la dépréciation d'options, de la normalisation et encore plein d'autres choses, mais on va commencer par regarder ça ensemble. On va d'abord commencer par regarder comment faire pour définir des valeurs par défaut, des valeurs obligatoires grâce à l'Option Resolver. Donc, on reprend notre tableau MyOptions qui est défini par un développeur tout en haut, et on va déclarer un nouveau resolver. Et ce resolver, on va lui dire qu'on veut les valeurs par défaut, donc host à symfony.com, shem à https, et enfin port, c'est une fonction de callback qui sera appelée au moment de résoudre les options et qui va regarder la valeur de l'option shem. Si shem est égal à https, on retourne 443, sinon on retourne 80. Finalement, on dit au resolver qu'il y a fragment et protocole version qui sont des options que le développeur doit absolument passer sous faute de voir une exception se lever. Et finalement, on dit au resolver de resolve et on récupère le tableau final options avec les options qui auront été résolues. Si des options qui ne sont pas précisées dans les options par défaut sont passées, il y aura une exception. Si une option obligatoire n'est pas passée, il y aura une exception, etc., etc. Déjà, on se rend compte que c'est beaucoup plus testable dans votre code.
est beaucoup plus propre. D'ailleurs, en parlant des valeurs par défaut, là, avec le set defaults, vous l'utilisez peut-être déjà sans même vous en rendre compte, notamment quand vous créez des formes avec user type et vous faites configure options, en fait, vous utilisez l'options resolver et vous dites que quand vous dites que voilà, le user type sera mappé sur la classe user, et bien, en fait, vous êtes en train d'utiliser l'options resolver déjà. Donc, on a vu les valeurs par défaut, les valeurs obligatoires. Maintenant, regardons la validation des options et comment définir des options dépréciées. Donc, on a notre options resolver, on a tout ce qu'on a défini juste avant avec le set default, set required, etc. Et maintenant, on va lui dire set allowed type et je veux que l'option host soit nécessairement de type string et que l'option port soit nécessairement de type int. On va aussi lui dire que l'option port, elle sera dépréciée dans la version 2.0 de notre lib et qu'il faut utiliser l'option shem à la place, etc. Et finalement, pareil, on va appeler resolve et on va récupérer un array qui sera résolu. À propos de la validation des types, c'est à noter qu'on peut faire plus que de simples types. On peut dire par exemple qu'on veut que host soit nécessairement un objet de type host. On peut aussi dire que query parameters doit être un tableau ne contenant que des strings, mais on peut aussi accepter plusieurs types. Par exemple, que port, ce soit au choix du développeur de passer un entier, une valeur nulle ou une chaîne de caractères. Ça propose une meilleure DX aux développeurs. Donc DX, c'est pour développeur expérience. Donc c'est sûr que c'est plus agréable pour le développeur de pouvoir passer un petit peu ce qu'il veut, mais ça pose un autre souci, c'est que vous, dans le code, plus tard, vous allez devoir gérer ces types-là. Vous allez devoir faire des conditions. Si l'option port, c'est un entier, si c'est un nul, si c'est string, etc. Et ça peut être un petit peu pénible, en fait, et ça va rajouter de la complexité dans votre code. C'est pour ça qu'il y a un outil dans l'option resolver qui a été intégré et qui répond exactement à ce besoin-là, c'est la normalisation. La normalisation, c'est tout simplement une fonction qui va être appelée au moment de résoudre les options. Donc, par exemple, ici, on voit que le resolver, on accepte int, nul et string pour l'option port. Et au moment de résoudre le tableau d'options, on va dire que quand il va falloir résoudre l'option port, on va appeler la fonction suivante. Si jamais port il est nul, alors on retourne 443. Sinon, si c'est un entier ou une chaîne de caractères, alors on caste ça en entier. Et du coup, donc, vous, dans votre code, vous n'avez plus qu'à gérer le cas où port est un entier, en fait. Et du coup, vous venez de vous faciliter la vie pour tout le reste et il n'y a pas besoin de savoir si port est de tel ou tel type. Vous n'aurez qu'à gérer que des entiers dans votre code, dans la suite du code. Voilà, ça c'est pour l'option resolver. Si vous avez l'habitude de passer des tableaux d'options dans vos applications, encore une fois, ça va faire de votre code un code beaucoup plus robuste, beaucoup plus propre, beaucoup plus testable. Donc définitivement, vous ne devriez surtout pas hésiter de l'utiliser. Pareil, il va vous sauver des heures de développement sans aucun doute et éviter de vous prendre la tête avec des bugs où vous ne savez pas d'où ils viennent, tout simplement parce que vous avez oublié une lettre quelque part dans une option, etc. Le quatrième composant que je vais vous présenter part à nouveau d'un constat qui est assez simple, qui est que l'internationalisation, ce n'est pas seulement de la traduction. On a un petit peu tendance à confondre les deux, mais l'internationalisation, c'est de la traduction, mais c'est aussi de la localisation. Et c'est exactement ce à quoi répond le prochain composant, qui est le composant INTL. INTL, avant d'aller dans le vif du sujet, il faut d'abord que je vous parle de l'International Component for Unicode. L'International Component for Unicode, qui est souvent abrévié ICU, c'est une bibliothèque C, C++ et Java qui est gérée par le consortium Unicode et qui vous met à disposition des collators, les time zones, les date formateurs, les number formateurs, les locales et plein d'autres choses. Donc là, on voit qu'on ne parle plus de traduction, parce que là, ce n'est pas de la traduction, hein, on ne va pas prendre une chaîne de caractères pour la traduire en d'autres langues, c'est vraiment de la localisation. La localisation, c'est afficher les chiffres dans le format qui est le plus agréable pour l'utilisateur. C'est quel est le bon séparateur des milliers à mettre en place. C'est en quelle devise, en quelle monnaie on affiche des prix. C'est les fuseaux horaires, dans quel fuseau horaire on affiche les dates, etc. Dans quel format on affiche les dates aussi. C'est un grand problème, comme on le sait tous. Voilà, ça c'est de la localisation. Et ICU, ça permet exactement de faire ça. ICU, qui utilise ce truc-là? Il y a quelques noms que vous connaissez sûrement. Il y a Amazon, Apple, Google, Microsoft, IBM, Adobe, Mozilla, Debian. Tout le monde, en fait, utilise ce truc-là.
Donc, vous pouvez y aller globalement les yeux fermés. Ça devrait le faire. Je vous ai parlé du coup de ICU, qui est donc une bibliothèque C++ Java, mais PHP dans tout ça. PHP dans tout ça, et ben justement, le composant INTL va vous permettre de profiter de ces fonctionnalités au sein de PHP. INTL, c'est un composant qui est là depuis Symfony 2.3, donc en mai 2013, et qui permet notamment de faire de la localisation et non pas de la traduction. Le composant INTL, il vous donne accès à des listes de langues, à des listes de scripts, donc c'est les écritures, à des listes de pays, de locales, de monnaies, de fuseaux horaires, etc. Peut-être que ça vous dit quelque chose et vous auriez raison, parce qu'en fait, c'est intensément utilisé par le composant form, notamment quand vous avez language type, country type, etc., qui sont des... quand vous mettez ça dans un formulaire, vous allez avoir une select box avec une liste de pays, une liste de langues, une liste de monnaies disponibles. Et ben en fait, le composant form va directement piocher ces données dans le composant INTL. Et validator, c'est pareil. Validator, vous pouvez très bien utiliser des contraintes qui permettent de vérifier qu'une chaîne de caractères est un pays valide. Et ben pareil, le composant validator va utiliser le composant INTL pour s'assurer que votre chaîne de caractères est bien présente dans la liste des pays qui est disponible. Comment l'utiliser? Pareil, c'est super simple, vous avez plein de méthodes statiques qui sont disponibles. Première chose à faire, c'est de définir la locale dans laquelle vous voulez que les résultats soient retournés, parce que vous avez effectivement des listes de pays, mais les pays ne sont pas tous traduits de la même manière dans toutes les langues. Et ensuite, vous avez des méthodes statiques, donc languages getNames, vous allez récupérer la liste des langues qui sont disponibles. Pareil pour les écritures, donc on voit l'écriture des signes, les emojis dont on parlait tout à l'heure justement. Il y a même une écriture qui s'appelle le non-écrit. Voilà, j'ai appris plein de choses en faisant les recherches pour cette présentation. Et vous avez la même chose qui est disponible pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc la liste des pays, la liste des locales, la liste des monnaies, la liste des fuseaux horaires, etc., etc. On se rend bien compte que si vous avez une application web où vous devez gérer des préférences utilisateurs, INTL, c'est un must-have parce que vous n'allez pas vous amuser à maintenir vous-même une liste de pays, une liste de monnaies, etc. Il y a des choses qui existent déjà, il y a des choses qui sont déjà normalisées, qui sont déjà faites pour vous, qui sont déjà maintenues pour vous. Donc vraiment, vous devriez utiliser ce composant si jamais vous avez ces choses-là à gérer dans votre application. Ça, c'était le composant INTL. Donc voilà, ça, c'était les 4 composants qu'on a vus. HTML Sanitizer, String, Options Resolver, INTL. Je vous rappelle que ça, c'est des composants Symfony. Donc, à nouveau, vous pouvez les installer de manière unitaire dans votre application. Vous n'êtes pas obligé d'installer tout le framework. Vous pouvez juste installer, par exemple, Symfony INTL et ça restera avec des dépendances du coup qui sont très minimales et vous pourrez profiter des features que proposent ces composants. Voilà, bah écoutez, ça fait déjà 30 minutes et ça tombe bien, c'est pile la dernière slide. Donc, si jamais vous avez des questions, bah écoutez, je vais y répondre, je vais aller dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Écoutez, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à les poser si jamais. Je regarde rapidement, mais... Écoutez, merci à vous pour votre attention. Bah, écoutez, parfait. Ravi d'avoir été aussi clair. Et puis, bah, du coup, voilà, si jamais vous avez des questions après coup, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message où vous voulez, Twitter, LinkedIn, etc. Vous pouvez m'envoyer un message et j'y répondrai avec plaisir. Et puis, les slides seront aussi disponibles après coup si jamais vous avez besoin d'aller regarder quelque chose et qu'un élément vous aurait manqué, n'hésitez surtout pas. Voilà pour moi. Super, et ben merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté du coup à cette Malte Academy. Merci Alexandre à toi de l'avoir présenté et animé, c'était hyper intéressant, très complet. Voilà, on a plein de bons retours, donc c'est cool. Si jamais il n'y a pas plus de questions, on va bientôt fermer le live. Si vous voulez voir d'autres académies sur des sujets variés, n'hésitez pas à consulter notre site maltaacademy.com. Je vais vous partager le lien tout de suite.
Hop. Voilà. Et puis, si vous souhaitez faire comme Alexandre, du coup, et animer une Malte Academy, n'hésitez pas aussi à envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton « Devenir speaker » via ce même site. Et enfin, si vous n'avez pas vu le début de cette Malte Academy ou si vous souhaitez en revoir d'autres, elles seront disponibles sur notre chaîne YouTube et sur la page replay des Malte Academy. Du coup, sur ce, encore merci pour votre participation et puis à très bientôt pour une nouvelle Malte Academy, je l'espère. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée.